Tenez, puisque vous voilà devant le Sphinx, j'ai une énigme pour vous. La réputation de sagesse que votre majesté s'est acquise m'enhardit à lui présenter le fruit de mes méditations sur un projet qui, au jugement même de quelques hommes supérieurs, est le plus vaste que l'on puisse concevoir et le plus facile à exécuter. Je veux parler, sire, de la conquête de l'Égypte. Ce mémoire sur la conquête de l'Égypte a été envoyé par un très grand savant à un non moins grand monarque. Qui l'a envoyé à qui? Fastoche. L'Égypte, ça ne peut être que Napoléon. Et le savant, ce devait être la place. Eh bien non, le monarque c'était Louis XIV. Et le savant, c'était Leibniz. Il a envoyé ce mémoire en 1672. Il avait 25 ans. Non mais, de quoi je me mêle, à 25 ans, d'écrire à Louis XIV pour lui dire d'envahir l'Égypte, plutôt que les Pays-Bas et l'Allemagne? Ce serait trop long de vous expliquer pourquoi Leibniz, mais surtout son protecteur, avait toutes les raisons de craindre ce qui s'est passé ensuite. Toujours est-il qu'envahir l'Égypte apparaissait déjà comme une bonne idée pour la France. Et à qui on n'avait même pas idée de demander leur avis, c'étaient les Égyptiens. Mais à supposer que ce projet, qui a toutes les probabilités de succès en sa faveur, vint à échouer, que pourrait-il résulter de périlleux pour la France de la part de ces barbares qui ont provoqué sa vengeance par tant d'injures? Le mémoire de Leibniz n'a servi à rien. Ce n'est pas Louis XIV, c'est bien Napoléon qui a envahi l'Égypte. Tout ça pour en revenir au point de départ. Pour la prochaine histoire, rappelez-moi de faire plus simple comme introduction. Bref, vous connaissez forcément la bataille des pyramides, au moins la bande-son. Soldats du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. L'idée n'est pas de vous raconter la campagne d'Égypte de Napoléon, mais juste de vous parler des savants qui l'accompagnaient. Il y en avait tout de même 150. Parmi eux, la plupart étaient très jeunes, par exemple les élèves de l'école polytechnique. Ils étaient plutôt mal considérés par les militaires qui jalousaient l'attention que portait Napoléon à leurs travaux, tout juste s'ils ne se faisaient pas traiter de boulets. Les militaires se vengent de ces préférences par des plaisanteries, et les ânes qui remplacent au Caire les fiacres de Paris et dont tous les Français font un usage immodéré ne sont connus que sous le nom de demi-savants. Ce Geoffroy Saint-Hilaire qui écrit ceci à son père est un des savants, un naturaliste chargé d'étudier les animaux d'Égypte. Et il en est très fier. Nous avons recueilli les matériaux du plus bel ouvrage qu'une nation ait pu faire entreprendre, et lorsque l'on devrait prendre les moyens de mettre à l'abri des événements tant de richesses si précieuses, on craint d'exciter par quelque bienveillance la jalousie des militaires. Eh oui, mon ami, il arrivera que l'ouvrage de la commission des arts excusera aux yeux de la postérité la légèreté avec laquelle notre nation s'est pour ainsi dire précipitée à Orion. Ah, je vais tout vous avouer, cette histoire n'a qu'un vague rapport avec les mathématiques. Elle a juste pour but d'évoquer quelques mathématiciens et leur rapport avec d'autres savants. Elle est aussi un prétexte pour vous montrer le travail de cet homme, Julien Léopold Boilly, qui signait ses travaux Jules Boilly. C'était un dessinateur, peintre et graveur du début du XIXe siècle. Je suis ébahi de la vie qu'il était capable de donner à un trait de crayon. Il se trouve que la plupart des noms que vous allez entendre se sont retrouvés à l'Académie des sciences un quart de siècle plus tard. Et justement, dans les années 1820, Jules Boilly a fait une série de portraits d'académiciens. Et on retrouve dans la collection
nos savants de l'expédition d'Égypte. Et voici d'abord Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, le naturaliste. Il avait 26 ans quand il est parti en Égypte. Pendant l'expédition, il écrit très souvent à son ami Georges Cuvier. Georges Cuvier, le voici, c'est le père de la paléontologie française. Boilly ne faisait pas seulement des lithographies exceptionnelles, c'était aussi un caricaturiste hors pair. Voici Cuvier, ses bocaux et ses os. Le problème avec Boilly, c'est que son talent est tel qu'il serait presque capable de nous faire oublier les 2 siècles de distance. Mais ces gens-là, qui nous paraissent si proches sous le trait de Boilly, pouvaient être très différents de nous. Voici 2 savants en train de discuter. Étant un matin dans le cabinet de Berthollet qui causait avec Geoffroy Saint-Hilaire, près d'une cheminée au-dessus de laquelle était une glace, je maniais un fusil de chasse à 2 coups et, touchant sans précaution une détente, je fis partir une charge de plomb qui, passant comme une balle entre les têtes des 2 savants, alla briser en 1000 pièces la glace dont les débris tombèrent sur eux. Ni l'un ni l'autre ne se troubla, ni me fit seulement une observation. Vous avez déjà vu Geoffroy Saint-Hilaire, voici Berthollet qui causait avec lui. Berthollet est le plus grand chimiste du temps, le digne successeur de Lavoisier. Et il est aussi devenu un grand ami de Laplace. Sur cette caricature, Laplace est en noir avec un haut de forme, très content de lui. Berthollet s'amuse avec ses chiens. Laplace et Berthollet avaient acheté 2 propriétés voisines à Arcueil, près de Paris. C'est ce que rappelle l'aqueduc derrière eux. Il existe toujours. Leurs discussions à Arcueil avec leurs nombreux visiteurs avaient donné pendant un moment la Société d'Arcueil, qui avait même publié des mémoires scientifiques. Une différence de mentalité qui nous paraîtrait difficilement supportable est le racisme. Les choses n'avaient pas vraiment évolué depuis Leibniz. J'ai acheté pour 250 francs un enfant de 11 ans, que j'ai dressé à soigner mes collections et à empailler mes animaux. Depuis, on m'a donné une vieille négresse très habile pour les soins du ménage. J'ai 2 chevaux qui m'ont été offerts par mon frère, lequel les a reçus lui-même en cadeau de ses amis les Arabes. Un âne pour mon fidèle Tandelty, le nègre de 11 ans. L'esclavage est ici autre qu'en Amérique. C'est une véritable adoption. Mes 2 esclaves ne m'appellent jamais que leur père, et je suis si satisfait de leur service que je leur voue la même amitié. Mais bref, sentant le piège se refermer, Napoléon fuit au moment opportun et laisse le reste de son armée assumer la défaite inévitable. Il faudra encore 2 ans après le départ de Napoléon pour que Geoffroy Saint-Hilaire rentre en France. Mais au moment où Napoléon fait ses adieux, le 18 août 1799, il ne le sait pas encore. Napoléon profite d'un retard à l'embarquement pour lancer une discussion avec ses savants. Ses paroles s'adressaient à Monge, naturellement causeur, mais très obséquieux et fort attentif à ne rendre que des réponses fines, instructives et flatteuses, et à Berthollet, que son caractère timide et réservé portait à se mêler le moins possible de la conversation. Monge, le voici. C'est un mathématicien spécialiste de géométrie. Monge et Berthollet étaient les 2 seniors de l'expédition. Au moment du départ, Monge avait 52 ans et Berthollet 50. Tous les deux étaient célèbres. Ils avaient été tous les deux professeurs à l'école normale de l'an 3. Napoléon les connaissait et leur faisait confiance depuis plusieurs années. Il les consultait souvent comme conseillers scientifiques. C'est Monge et Berthollet qu'il avait d'abord chargé de recruter d'autres savants plus jeunes, quitte à ce qu'ils délèguent ensuite
pour recruter les autres savants de l'expédition. Je me suis servi là, dit le général Bonaparte, d'un mot imposant, dignité des sciences. C'est le seul qui rende exactement ma pensée. Je ne connais pas de plus bel emploi de la vie pour l'homme que de travailler à la connaissance de la nature et de toutes les choses étant à son usage et placées sous sa pensée dans le monde matériel. Le général dit: Je ne m'épargnerai pas dans la confidence de ma pensée, j'ai toujours été dominé par le désir d'une grande renommée. Mais bien jeune, je ne pensais pas qu'elle m'adviendrait par le métier des armes. L'éclat et l'utilité des sciences, telle était ma visée, et encore aujourd'hui, je me surprends quelquefois dans le regret de n'avoir pas persévéré dans cette première vocation. Sur cela, explosion de flatterie de la part de Monge et de quelques autres assistants. Ce que je ne vous ai encore jamais confié, Berthollet, c'est que ces idées de jeunesse me reprennent par accès. J'ai du moins voulu savoir si j'avais vraiment de l'aptitude pour les sciences dans le degré nécessaire pour mes projets. Et c'est pour cela que j'ai employé, soit ici, soit à Paris, tous mes moments libres à vous entendre sur la chimie. Mais inutilement, je me suis astreint à suivre des leçons régulières. Je n'ai retiré de ces efforts qu'un sentiment vague. Oh, n'en déduisez pas pour autant que cet accès de modestie et de réalisme était l'état normal de Napoléon. Il s'était fait élire à l'Académie des sciences comme mathématicien et avait participé à sa première séance en tant qu'académicien le 26 décembre 1797, assis entre Monge et Berthollet. En Égypte, l'Institut comptait une classe de mathématiques, dont faisait partie Monge, bien sûr, mais aussi Bonaparte. Il est possible que Monge ait eu plus d'indulgence pour les prétentions mathématiques de Bonaparte que Berthollet pour ses prétentions en chimie. Monge, impatient et plein de verve, releva quelques-unes des paroles du général en lui observant que la fortune ne l'a point du tout frappé de ses rigueurs. Oui, jusqu'ici, dit le général, jusqu'ici, soit. Et Monge ajoute qu'assez de gloire et de renommée ont tellement relevé sa position sociale qu'il n'est à lui comparer aucune autre existence. Pour le fait d'une grande renommée scientifique, je me borne, dit Monge, à rappeler le mot de Lagrange. Il n'est et il n'existera à jamais de gloire scientifique qui l'emporte sur celle de Newton, par la raison qu'il n'était, qu'il n'y avait qu'un monde à découvrir. Et là, Napoléon se montre moins infatué et prétentieux qu'on aurait pu le craindre. Sans doute, c'est l'idée d'un homme de génie, une idée admirable pour sa simplicité et son universalité, que la loi sur les mondes, que la pensée qu'ils s'attirent en raison inverse du carré de leur distance et en raison directe du volume de leur masse. Mais je vous demande, pour être mis en première ligne et pour placer son auteur hors de rang, cette découverte, par le caractère d'une difficile conception, exigeait-elle la plus grande vigueur où puisse atteindre l'esprit? Ah non, elle est venue en son temps, sous l'inspiration de précédentes et non moins puissantes conceptions. Ah ça, c'était plutôt bien vu de sa part, mais au fait, quel autre mathématicien connu y avait-il dans la classe de mathématiques de l'Institut d'Égypte? Joseph Fourier. Il était même le secrétaire perpétuel de l'Institut d'Égypte, quelque chose comme le président de l'Académie. Il a une bonne bouille sur la caricature de Boilly. Et l'opinion de Geoffroy Saint-Hilaire n'est pas forcément au diapason. Je vois avec quelques regrets mes collègues, sans aucune hâte ni embarras, s'acheminer promptement sur Paris. L'un d'eux, secrétaire de l'Institut, le citoyen Fourier, est un homme de beaucoup d'esprit et de mérite.
Nous avons été si rapprochés et ses prétentions devinrent tellement ambitieuses que nous nous sommes souvent heurtés. Cependant, il y a en dernier résultant entre nous liaison assez grande, franche et intime de ma part, politique peut-être, de la sienne. Son plan depuis le départ de Berthollet a été, par des sarcasmes injurieux, de prouver que tous ses collègues de l'Institut étaient des ignorants et que ses élèves, alors ingénieurs civils, avaient seuls quelque savoir. Vous sentez qu'il fut vivement soutenu par ces derniers, et il s'est établi une attaque sourde qui menaçait d'avoir de l'éclat lorsque les bonnes gens sans prétention s'en sont formalisés. Le but de Fourier était d'avoir dans l'opinion la même supériorité de lumière quand on est dans l'habitude de l'accorder à Paris, à Lagrange et à Laplace. Que Fourier ait été très fier de ses élèves polytechniciens, c'est certain. Qu'il ait eu beaucoup d'ambition à son retour d'Égypte, c'est bien probable. Mais Geoffroy Saint-Hilaire se trompait. Il ne s'acheminait pas sur Paris. L'ordre de rejoindre à Grenoble son poste de préfet de l'Isère avait contrecarré ses plans. Après une longue parenthèse de 20 ans, il a quand même fini par réaliser ses ambitions et a été élu d'une part à l'Académie française, d'autre part à l'Académie des sciences, dont il était même le secrétaire perpétuel. L'usage veut que quand un académicien décède, son successeur fasse un discours d'éloge. Le successeur de Fourier à l'Académie française était Victor Cousin. Cousin a recueilli de nombreux témoignages sur le passage de Fourier à Nisère. Il y était resté 14 ans et n'y avait laissé que de bons souvenirs. Fourier trouva là bien des républicains qui voyaient l'Empire d'un mauvais œil, et bien des nobles qui, retirés dans leur château, entravaient sourdement la marche du gouvernement. L'art de Fourier fut de les rattacher tous, peu à peu, par des liens différents mais également sûrs, à la cause de l'empereur qui était alors celle de la France. Fourier, en obligeant tout le monde, attacha tout le monde au gouvernement nouveau. L'empereur, étonné, lui demanda un jour comment il s'y prenait pour conduire ainsi des esprits si difficiles. Oh, rien de plus simple, répondit Fourier. Je prends l'épi dans son sens au lieu de le prendre à rebours. Mais prendre l'épi dans son sens ne l'empêchait pas de résister à ses supérieurs, quand il le jugeait bon. Souvent, malgré le plan conciliateur du maître, il arrivait du bureau du ministre des ordres sévères. Fourier les recevait et ne les exécutait pas. Il laissait le ministre écrire lettre sur lettre, et sans rien contester, il ne faisait que ce qui lui paraissait convenable. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que les premières années où Fourier était préfet de l'Isère, le ministre de l'Intérieur était un autre scientifique, un chimiste, comme Berthollet, Jean-Antoine Chaptal. En particulier, on sait que Fourier, à Grenoble, a réussi à botter assez habilement en touche sur les demandes répétées de Chaptal concernant la statistique de son département. Hasard de la vie, après la seconde restauration, alors qu'il se retrouvait au chômage, c'est un emploi au bureau de la statistique du département de la Seine qui l'a sauvé. Le successeur de Fourier au poste de secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, c'était François Arago. Et bien sûr, comme Victor Cousin à l'Académie française, Arago y est allé de son éloge historique. L'avantage que Arago avait sur Cousin, c'est qu'il avait un peu plus côtoyé Fourier et l'avait mieux connu personnellement. Il avait donc des anecdotes pour mettre les rieurs dans sa poche. Par exemple, lors d'un dîner en ville, nous nous trouvions assis à la même table. Le convive dont je le séparais était un ancien officier.
Notre confrère l'apprit et la question Avez-vous été en Égypte servit à lier conversation. La réponse fut affirmative. Fourier s'empressa d'ajouter Quant à moi, je suis resté dans ce magnifique pays jusqu'à son entière évacuation. Quoique étranger au métier des armes, j'ai fait au milieu de nos soldats le coup de feu contre les insurgés du Caire. J'ai eu l'honneur d'entendre le canon d'Héliopolis. Vous ignorez ce qu'est la bataille d'Héliopolis et vous pouvez continuer. Elle a eu lieu le 20 mars 1800 et c'est la dernière victoire des armées françaises en Égypte. De là à raconter la bataille, il n'y avait qu'un pas. Ce pas fut bientôt fait, et voilà 4 bataillons carrés se formant dans la plaine de Loubet et manœuvrant aux ordres de l'illustre géomètre avec une admirable précision. Mon voisin, l'oreille au guet, les yeux immobiles, le cou tendu, écoutait ce récit avec le plus vif intérêt. Il n'en perdait pas une syllabe. On eût juré qu'il entendait parler pour la première fois de ces événements mémorables. Il est si doux de plaire, messieurs. Après avoir remarqué les faits qu'il produisait, Fourier revint, avec plus de détails encore, au principal combat de ces grandes journées, à la prise du village fortifié de Matariet. Au passage de 2 faibles colonnes de grenadiers français à travers des fossés comblés des morts et des blessés de l'armée ottomane. Les généraux anciens et modernes ont quelquefois parlé de semblables prouesses, s'écria notre confrère. Mais c'était en style hyperbolique de bulletin. Ici, le fait est matériellement vrai. Il est vrai comme de la géométrie. Je sens au reste, ajouta-t-il, que pour vous y faire croire, ce ne sera pas trop de toutes mes assurances. Soyez sur ce point sans nulle inquiétude, répondit l'officier, qui dans ce moment semblait sortir d'un long rêve. Au besoin, je pourrais me porter garant de l'exactitude de votre récit. C'est moi, qui, à la tête des grenadiers de la 13e et de la 85e demi-brigade, franchis les retranchements de Matarié, en passant sur les cadavres des janissaires. Le militaire qui venait de réussir ce coup de maître aux dépens de Fourier s'appelait Jean-Joseph Tarrère. Il était originaire de l'Aveyron. C'était un de ces engagés volontaires de l'an 2 qui avait gravi les échelons militaires et suivi Napoléon dans toutes ses campagnes, de l'Italie à la Bérésina en passant par l'Égypte. Voici ce qu'en dit la biographie Michaud. Au passage de la Bérésina, en novembre 1812, il commandait l'arrière-garde du corps du prince d'Eckmühl et put encore conserver quelques prisonniers. L'éclat de ses services dans cette lutte désespérée contre la nature et contre le patriotisme d'un peuple lui valut le titre de baron de l'Empire. Après la chute de Napoléon, il n'avait pas cherché à renier son passé bonapartiste, contrairement à certains scientifiques, comme Laplace. Il était rentré dans son Aveyron natal, dans lequel il avait introduit des réformes utiles pour l'agriculture, au point qu'il avait été élu député de son département, ce qui explique sans doute qu'il se soit retrouvé dans un dîner à Paris aux côtés de Fourier et Arago. Remercions-le en tout cas pour ce beau moment de franche rigolade. Quant à Fourier, après les éloges académiques, qu'en est-il resté? Il existe un monument à Joseph Fourier à Auxerre, sa ville natale. Ce monument comporte 2 bas-reliefs en bronze. L'un d'eux commémore son action lors de l'expédition d'Égypte. On le voit en train de prononcer un discours lors de l'enterrement de Kléber, assassiné le 14 juin 1800. L'autre bas-relief commémore son passage à la préfecture de l'Isère et la réalisation principale dont il peut être crédité, l'assèchement des marais de Bourgoin. À ma connaissance, il n'existe pas de monument ni à la théorie de la chaleur, ni aux séries de Fourier.
D'ailleurs, il n'y a même plus d'université Joseph Fourier à Grenoble. Euh, je voulais vous demander, si vous m'entendez raconter une histoire à laquelle vous avez participé, soyez gentil, arrêtez-moi avant que je me ridiculise.